va demander aux gens d'applaudir à fond. On peut donner de la force. Clap. Faudrait qu'on investisse dans le... Tu sais, le matériel, là. Ah, yes. Prochain tournage. Bienvenue dans À peu près sérieux. Pour tout le monde, pour Myriam aussi, mais... Le podcast mi-deep, mi-hilar. Et super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné d'une experte pour le premier épisode de la 4e saison. Nos Insta, je sais pas si elle a Insta, Myriam, mais elle s'affiche à l'écran. S'il n'y a pas Insta, ben, il y aurait juste un lien pour son site web. Ouais. Ah, peut-être bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Évidemment, là, on est en face d'un public, donc j'espère que vous êtes toutes et tous abonnés à la chaîne YouTube. À poser un commentaire, à partager, etc., à donner de la force. C'est réellement ce qui nous soutient et nous permet de pouvoir diffuser, enregistrer ce genre d'épisode. Mention spéciale avant qu'on commence à parler de la thématique du jour. Eh bien, pour un peu d'indulgence, c'est un sujet pour lequel on pourrait discuter pendant des heures et des heures. On n'a qu'un très court moment, on a une petite heure. Et surtout, je reste pas un professionnel non plus sur le sujet. Myriam l'est un peu plus que moi. Mais voilà, on va se montrer indulgent. Et grande question, grand point, mais comme je le disais en pré-émission, gardez bien vos questions pour Myriam ou pour moi bien en tête, et surtout utilisez les petits QR codes pour pouvoir les poser. On aura une section de l'émission sur ça, ça va ? Super. Eh bien, Myriam, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien. Ouais. J'ai préparé une petite introduction. Une présentation de ta personne. Est-ce que tu es prête pour l'écouter, l'entendre ? Ça marche. C'est un vendredi matin, lors d'un cours de psychologie clinique du couple et de la diversité, que je rencontre une professeure qui m'inspire tout sauf l'unif. Face à moi, une personne décontractée, une main dans la poche, un feutre dansant dans l'autre, l'air tranquille, étrangement hors cadre, mais perçante par sa justesse et son expertise. Son CV parle de lui-même. Myriam est d'origine belgo-algérienne. Elle est psychologue dans son cabinet et en planning familial, psychothérapeute systémicienne, formatrice, superviseuse et intervenante psychosociale. Rien que ça. Elle est passionnée par des sujets que j'affectionne tout particulièrement. Elle décortique les thèmes d'intersectionnalité, de psychologie évidemment, d'identité et de transidentité, de charge raciale et de communauté LGBTQIA+. Son approche est marquée par un non-jugement. Elle est à la fois inclusive, à l'écoute, permet l'accueil de la différence, et tout cela sans être approximative dans ses propos. Grosso modo, c'est une psy fichtrement douée. Mesdames et messieurs, voici Myriam Monet. On peut l'applaudir. Est-ce que je me suis trompé dans un élément de la description ? Bon, presque pas ? Merci beaucoup. Je suis plus une intervenante psychosociale. Mais on l'est toujours au fond. Même si on l'est toujours au fond. Mais t'as un parcours de vie assez atypique en termes de psycho. En lisant sur ta personne, sur ton parcours de vie, je me suis dit mais c'est dingue, parce que je recoupe pas mal de mon histoire aussi dans ton début de parcours en tout cas. Du coup j'ai envie quand même d'investiguer ça et de te poser quelques questions à propos de ça. Peut-être en commençant simplement par qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier de psychologue déjà à la base ? Mais j'ai toujours été intéressée par l'humain, et j'ai toujours voulu comprendre pourquoi
pourquoi des gens souffraient et comment est-ce qu'on pouvait peut-être... Enfin oui, j'étais intéressée par le soin. J'ai voulu être psychologue pour animaux avant de faire des études pour les humains, mais c'était compliqué. Mais voilà. Donc la psychologie, l'éthologie, ça m'intéresse beaucoup. Et ma mère était très très intéressée par tout ce qui était psychanalyse. Donc elle m'a initiée à l'intérêt de la psychanalyse, en tout cas de la psychologie. Voilà. Et donc tu savais depuis très jeune que tu voulais être psy Oui, fin des secondaires, je savais déjà que je voulais faire psycho. Et j'avais choisi les options qui me permettraient vaguement de me faciliter la tâche à l'université. Et là, à ce moment-là, t'entames 5 années de psycho à l'ULB à Bruxelles ? À l'ULB, oui. Alors, je dois dire que la première fois que je suis rentrée dans l'auditoire de psycho, j'ai cru que je m'étais trompée. Parce que je suis rentrée et j'ai vu plein de jeunes femmes plutôt blanches, blondes. Enfin, elles n'étaient pas blondes, mais bon, bref, en tout cas, je leur ressemblais pas trop. Ouais. Et je me suis dit, peut-être que je suis pas au bon endroit. Et pourtant, c'était le bon auditoire. Mais donc, effectivement, je pense que voilà, j'avais peut-être un profil un peu atypique, mais je me suis trouvé des bons amis avec qui j'ai développé le sens de la guindaille. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et sinon, au début, je voulais faire la psychoclinique, comme plein de jeunes psys qui veulent faire que de la clinique. Et j'ai découvert l'intérêt de la psychologie sociale, qui me semblait très très importante et très intéressante. Donc à l'époque, on pouvait encore faire les deux options en même temps. Donc je suis clinicienne et psychologue sociale. Ok. Donc tu finis tes 5 années de psycho clinique et sociale et te voilà dans le monde professionnel et tu te dis... Morte de trouille. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? À ce moment-là, je cherche du travail. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai d'abord fait une année de spécialisation parce que je n'osais pas être tout de suite au chômage, on va dire ça comme ça. Une année de spécialisation en clinique. Et puis, j'ai trouvé un boulot dans le secteur sans-abri. J'étais coordinatrice à 23 ans d'un service social qui démarrait avec un public que je ne connaissais pas, et donc j'ai dû vraiment taffer au début pour comprendre les vulnérabilités de ce public, les enjeux de la prise en charge, le secteur. C'était passionnant, mais j'ai eu des très très chouettes collègues assistants sociaux qui m'ont aidé à faire mes premiers pas dans le domaine. Un peu à forger tes armes, quoi. Ouais. J'ai l'impression que quand on démarre en tant que psy, surtout dans un milieu un peu plus précarisé, sa casquette de psy, on la met un peu de côté un peu plus vite. Mais on ne peut pas faire de la psychologie comme ce qu'on a appris à l'université, où on recevrait des gens sur rendez-vous avec une demande plus ou moins formalisée, des gens sobres, pas sous influence, des gens... Enfin voilà, tandis qu'à l'époque, je recevais des personnes qui faisaient la manche en fait, et qui étaient parfois sans domicile ou qui étaient en maison d'accueil. Et donc oui, je faisais pas beaucoup de psychologie au sens classique du terme. Pourtant, pour moi, faire du travail social sans essayer de comprendre comment les gens vivent leur vulnérabilité, sans essayer de comprendre quel est le parcours de la personne, ça n'a aucun sens. Donc pour certains, après quelques démarches sociales, il y avait quand même des entretiens qui étaient que psy. Et c'était peut-être pour certains la première fois qu'ils voyaient un psy, sans être obligés d'ailleurs de le faire. Parce que certains avaient aussi des parcours déjà de longue date dans des institutions, qu'elles soient pénitentiaires majeures ou en tant que mineurs dans tout ce qui était home pour enfants, quoi. Voilà. J'ai lu un article de Mille et une cuir qui est très touchant. Je vous invite à aller le lire sur un peu ton parcours. Tu mentionnes pas mal de points liés à ton identité et comment ça a impacté directement ton travail. Tu penses que ça a jalonné, ça a un petit peu impacté la manière dont tu t'as travaillé tout au long de ta carrière, plus au début, plus maintenant? Mais je pense que je me suis toujours intéressée au public en marge. Après, les choses ont évolué. Il faut quand même rappeler que j'ai fini mes études en 95.
Donc c'était il y a longtemps. Et donc, Pas si longtemps. Et donc je travaille depuis longtemps aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on peut se dire, oh quel parcours, mais c'est parce que ça fait 30 ans que j'ai fini mes études et que j'avais déjà été assez active en tant qu'étudiante sur des sujets qui m'intéressaient. Et à l'époque, c'était la prévention du VIH et la lutte contre les discriminations, pas que raciales, mais aussi des minorités de genre et de sexualité. Donc, je me suis toujours intéressée au public qui était en marge. À l'université, en fait, c'est compliqué quand on fait des études de psychologie en Europe, c'est que j'ai mis du temps à comprendre que ce qu'on nous apprenait, c'était tout ce qui était la norme en psychologie et la pathologie, mais que la norme, elle était située sans nous le dire. Et donc, assez vite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec des personnes en souffrance psychique, mais qui ne sont pas d'une culture occidentale comment est-ce qu'on aide ces gens-là? Donc j'ai essayé d'un peu comprendre, lire des trucs. Ce qui fait que par exemple, j'ai fait un stage en ethnopsychiatrie à l'époque, et le fait de ne pas avoir fait un stage dans une structure classique, mais déjà je le savais pas, mais ça m'a déjà mis un peu dans une position autre. Ouais. Ça c'était mon stage de clinique, et en social j'ai fait un stage dans tout ce qui était prévention VIH. Mais donc au départ, en n'ayant pas un parcours classique et en ayant aussi choisi un sujet de mémoire un peu original, on va dire ça, j'ai pas pu en fait rentrer, ou peut-être de toute façon ça ne m'aurait pas intéressé, mais ouais. Au départ j'avais quand même envie, j'ai pas pu rentrer dans des structures je dirais assez classiques, quoi. Et le fait d'avoir commencé par le secteur sans-abri, finalement c'est sûrement pas un hasard. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, en ayant toujours une activité aussi dans le domaine de la santé sexuelle et de la prévention du VIH. Et puis après, j'ai eu la chance de rentrer dans une structure qui s'occupait à l'époque d'hommes prostitués, ici à Bruxelles. Et il se fait que la plupart de ces hommes étaient d'origine étrangère. Et donc prostitués avec des clients qui étaient eux-mêmes des hommes. Et donc j'étais au cœur de ce qui est devenu mon sujet, la question des minorités raciales ou culturelles, et puis les minorités sexuelles et de genre. Et à l'époque, j'ai vraiment appris, je trouve, j'ai appris mon travail auprès de ces jeunes garçons, parce qu'on faisait du travail de rue. Donc on allait dans les lieux de racolage, le soir plutôt, parce que quand il fait, enfin voilà, le soir, quand eux sortent pour aller trouver des clients. Et le travail de rue, c'est une méthodologie de travail qui est passionnante, parce qu'on doit s'inviter en tant que professionnel. On ne peut pas faire semblant qu'on est soi-même ou un client ou prostitué. Donc en tant que professionnel, on va dans des lieux qui sont pas habitués à recevoir des psys ou des assistants sociaux, pour essayer de repérer qui fait quoi, et essayer de tisser des liens avec des publics qui sont quand même assez réticents au départ, avec tout ce qui représente l'État, parce que la plupart n'avaient pas de couverture de soins de santé, pas de papier parfois. Et voilà, et donc dans cette structure on faisait ça, mais il y avait aussi du travail de guidance sociale, psychosociale, et aussi tout un travail sur la prévention en matière de santé et de santé sexuelle. Donc on faisait du dépistage pour ces hommes-là, et de la vaccination. Et quand certains, malheureusement, étaient dépistés positifs, par exemple pour le VIH, on mettait tout en branle pour essayer de les aider à avoir accès aux soins. Voilà, c'était un boulot passionnant. J'ai appris plein de choses. J'ai pu rencontrer des garçons qui m'ont touché vraiment super fort. C'est quoi qui t'a le plus touché? T'as un souvenir d'un moment? Je crois que la fois où j'étais la plus malheureuse, où c'était vraiment super dur, c'était un garçon qui avait une trentaine d'années, dont je m'occupais, et qui était séropo, donc prostitué. Ça, c'était pas un secret. Séropo, c'était un énorme secret, que ça soit avec ses copains du milieu et sa famille. Et qui était dans une grande souffrance, parce que rejeté à cause de son homosexualité par sa famille. Et puis un jour il s'est fait arrêter,
puisqu'il était dans un bar et il y a eu un gars qui s'est fait taper par des Arabes. Il se fait que lui était un Arabe et il a été arrêté. Alors que les gens qui avaient commis l'acte de violence disaient aux policiers il n'est pas avec nous. Mais bon, il fallait trouver un Arabe, donc il est allé en prison. Et donc moi, j'ai découvert... tout ça, je ne savais pas, mais donc j'ai un peu appris par hasard, parce que certains du quartier m'ont dit « Ah, machin est en prison ». Et donc j'ai été le voir et j'ai assisté au procès et c'était d'une violence. Bon, il a été relâché heureusement, mais il était quand même en prison le temps du procès. Et donc tout ça était d'une violence pour moi incroyable et je devais rester comme ça forte à essayer de le soutenir. Un peu, ça c'est vraiment un truc qui m'a profondément marqué. Comment est-ce que tu fais dans ces moments-là justement pour garder? Est-ce que en tant que professionnel, est-ce que tu t'arrives à rester de marbre et Non, on ne peut pas rester de marbre. Il y a des boulots dans lesquels on ne peut pas rester de marbre. La première personne, femme algérienne, lesbienne, que j'ai suivie et qui était demandeuse d'asile, quand elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait eu ses papiers, j'ai pleuré au téléphone. Enfin, c'est normal, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de faire semblant. Voilà, il y a des fois où je suis vraiment touchée par ce que les gens me racontent et c'est... Bon, après, il ne faut pas que je m'effondre plus qu'eux, mais je nomme. De toute façon, je pense que nos visages disent aussi quand on est touché. Donc, T'arrives à le partager à tes patients? Tu t'oses le faire ou pas vraiment? Ça se voit et tu mais passes... de plus en plus avec l'âge et comment dire, et le fait d'être à l'aise dans ma position de psychothérapeute, j'ose parler un tout petit peu. Je dis nous parfois. Nous, et donc je m'inclus dans... souvent, je parle de faits d'oppression ou de discrimination. Et je trouve que c'est important aussi de montrer aux patients qu'on n'est pas juste des êtres neutres qui n'ont pas de vie. Ils savent qu'on a une vie personnelle en dehors du cabinet, mais voilà. Il y a des fois, je trouve que c'est assez juste d'être dans un nous comme ça, où parfois je parle de moi. Mais c'est très rare, mais quand j'ai l'impression que ça peut être vraiment un plus pour appuyer une hypothèse que je fais ou une grille de lecture que j'aurais. Ou l'alliance thérapeutique peut-être. Oui. On a pris une tangente pour parler un petit peu plus de ton histoire et j'en suis ravi. Et il y a un sujet qui nous amène ici et c'était un petit peu la question du polyamour, ou du moins les nouvelles dynamiques relationnelles. En recherchant un petit peu sur le sujet, avec l'équipe, on s'est rendu compte que déjà il y avait très peu d'études sur la question en Belgique. La définition du polyamour, en très bref, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois et partager une relation avec chacune d'entre elles de façon éclairée, consentie et transparente. C'est important ces notions-là. On dit, en tout cas, ce qui a été observé aux États-Unis sur une étude récente, c'était qu'une personne sur 9, donc environ 10%, se serait engagée dans une relation polyamoureuse. C'est un petit peu étonnant. Après, je suis curieuse de voir quelle est la tranche d'âge. Exactement. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on observe plus chez les jeunes. Donc, au niveau de relations assumées, mises à plat, co-construites, je pense qu'on l'observe chez les jeunes. Après, des relations multiples, ça a été de tout temps. Il faut pas rêver, je veux dire. Mais c'est vrai que moi, je dirais que c'est depuis une dizaine d'années que j'ai des patients qui viennent me parler de leurs relations, que certains nomment polyamoureuses ou que d'autres vivent sans les nommer, mais pourtant ça y ressemble bien, avec de nouveau, pour certains, la peur qu'une psy puisse regarder ça de travers, juger et avoir envie de remettre un peu dans les normes. La norme étant évidemment la relation monogame, fidèle, maritale, peut-être, et hétérosexuelle, évidemment. Voilà, et je dis hétérosexuel parce que c'est un impensé de toujours croire que la norme c'est l'hétérosexualité. Évidemment, ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est des patients qui viennent parfois pour mettre au travail des relations
qu'on pourrait qualifier polyamoureuses et qui qui leur font souffrance, ou parfois pas du tout, et c'est juste un aspect de leur vie. Et voilà, il se fait qu'ils en parlent comme ils me parleraient d'autres choses. Mais donc c'est vrai que moi, au tout début, j'étais un peu... je dirais que c'était l'aspect vraiment du fait que ces relations soient organisées sans que ça soit secret, qui m'intéressait beaucoup. Et de toute façon, quel que soit le sujet, moi, à chaque fois, je demande aux personnes quelle est votre définition du polyamour. Vous employez ce terme-là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Pourquoi c'est important pour vous? Et comment est-ce que ça se négocie aussi? Comment est-ce qu'on est heureux dans une relation polyamoureuse? Tu le vois de plus en plus dans ta pratique. Mais je ne sais pas si si ma patientèle est très représentative. Je pense que j'attire quand même un public qui est majoritairement LGBT. Ouais. Et ou des personnes racisées qui en ont marre de devoir expliquer à leur psy ce que c'est le racisme au quotidien, et ou les deux. Et voilà, donc c'est pas que je travaille aussi avec des personnes hétéros, hein, c'est pas du tout ça, et avec des blancs, mais donc je pense que j'ai un public déjà qui est un public qui est pas la moyenne belge, mais dans ce public LGBT en tout cas, c'est quand même des pratiques qui sont importantes et voilà, et qui sont parfois que des gens désirent parce que sur papier ils me disent politiquement vraiment ça m'intéresse, mais alors dans les faits j'y arrive pas, et moi je suis toujours là en train de dire il faut se forcer sur rien, quoi. C'est pas parce que politiquement quelque chose nous attire qu'on peut y être heureux aussi. Et donc comment est-ce qu'on trouve la place juste pour soi-même dans parfois quelque chose qui peut être aussi du côté d'une pression un peu normative, quoi. C'est pas grave d'avoir besoin aussi d'un couple monogame, fidèle. Si on est heureux là-dedans, c'est bien aussi, je veux dire. T'as l'impression du coup que... Oui, bon, évidemment, ta pratique, elle est un peu plus... pas orientée, mais les gens qui viennent à toi sont issus peut-être une communauté un peu plus racisée ou LGBTQIA+. Mais je suis étonné de voir que ce n'est pas uniquement ça. D'après ce que j'ai lu, et ce que j'ai beaucoup entendu, parce que du coup j'ai écouté tellement de podcasts là-dessus, mon cerveau il est en train il chauffe. Mais c'est de plus en plus répandu, au-delà évidemment que la tranche d'âge cible, c'est ça aussi entre 20 et 40. Mais évidemment, peut-être que ceux qui la nomment le plus facilement, c'est évidemment les publics un peu jeunes et conscients de ces sujets-là. Mais elle s'ouvre de plus en plus. J'ai envie de te poser une question par rapport à ça de manière très concrète. Un couple qui vient te voir, ou une personne en individuel qui vient te voir et qui dit voilà, moi j'aimerais des pistes pour ouvrir ma relation parce que je pense à entamer une relation polyamoureuse. Qu'est-ce que tu lui réponds? Donc quelqu'un qui serait déjà en couple et qui voudrait ouvrir la relation. Fait, ouais. Déjà, pourquoi est-ce que la personne viendrait me demander des tips, quoi? J'imagine c'est peut-être parce que y aurait une peur de venir proposer ça au partenaire. Mais moi, je proposerais d'ouvrir vraiment un espace de dialogue pour expliquer pourquoi il y aurait cette envie à bouger les codes, les lignes, les règles, parce qu'en fait, on est sur des règles ici. Hein. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a l'envie de faire différemment? Parce que c'est pas la même chose de démarrer d'emblée une relation polyamoureuse que de l'ouvrir quand elle ne l'a pas été dès le début. Après, moi, j'entends souvent des personnes qui disent on est à deux d'accord qu'à terme, on veut une relation polyamoureuse, mais on va d'abord commencer une relation mono-amoureuse pour vraiment asseoir la relation. Et quand les deux personnes seront assez en confiance dans la relation, on verra si l'une ou l'autre a envie d'ouvrir le couple et selon quelle modalité. Et ça, moi, c'est des choses que j'ai vraiment appris
de mon expérience dans tout ce qui est prévention du VIH et dépistage du VIH, c'est l'importance de parler avec son ou ses partenaires des modalités de fonctionnement et de ce qu'on attend de l'autre, de ce qu'on attend en termes de protection de soi, parce que souvent les gens me disaient oui, je viens faire un test parce que j'ai découvert que mon partenaire par exemple m'a trompé ou qu'il a pris un risque de telle et telle manière, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse avoir une telle pratique avec quelqu'un d'autre. Je dis mais est-ce que vous en aviez parlé? Ah mais non, ça me semblait naturel. Et en matière de sexualité, il y a rien de naturel, quoi. Il y a que du construit, donc c'est fondamental dans un couple qui se dit polyamoureux, ou qui a un autre terme pour ouvrir la relation, de parler de ce qu'on entend par autre relation, jusqu'où chaque personne est OK que l'autre vive telle et telle chose. Est-ce que ça doit être dit? Est-ce que ça doit être discret? Est-ce qu'il y a des espaces à aménager où des relations ne doivent pas se rencontrer, par exemple, ou est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est ça qui est important, de rappeler aux gens. Il y a un mode d'emploi spécifique dans la configuration en question, où je parle les deux personnes, mais il y a les autres aussi. Il faut aussi voir comment les autres le vivent. Voilà, donc moi, enfin, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut se causer entre êtres humains si on veut être moins malheureux, quoi. Tu penses que c'est ça le plus grand défi d'une relation polyamoureuse, ou de personnes qui relationnent dans... Ben oui, parce que c'est déjà compliqué d'être dans une relation à deux. C'est déjà compliqué de savoir qui on est, qui est l'autre, et quelle mayonnaise ça fait entre deux ingrédients. Mais alors s'il y a un troisième, quatrième, cinquième ingrédient, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas deviner à l'avance. Il faut accepter qu'il n'y ait pas de maîtrise des choses aussi, je trouve. Donc oui, on peut avoir une idée préconçue de la relation polyamoureuse, et puis il y a quand même la réalité qui vient amener à peut-être être plus créatif encore que ce qu'on pensait. Voilà. Je pense, en écrivant et en construisant un petit peu mon fil conducteur, j'ai pensé à plusieurs personnes dans mon entourage, en particulier un ami qui a vécu la situation de son partenaire qui voulait un peu plus s'ouvrir sa relation, et qui me posait la question, mais comment qu'est-ce que je vais faire, l'insécurité auquel elle faisait face, quoi. Et je me suis peut-être dit, mais c'est vrai que c'est peut-être ça aussi un grand défi du polyamour, c'est que déjà la peur, la jalousie, c'est un nid, même dans une relation dite hétéronormée et monogame. Et ça l'est encore plus peut-être dans une relation polyamoureuse. Justement, il y a des personnes qui disent mais moi je veux pas être dans une relation où l'autre m'appartiendrait. Je veux être libre et être avec quelqu'un qui est libre aussi, et donc où il n'y a pas d'interdit, où l'autre doit pas se restreindre pour moi, et moi non plus pour l'autre. Mais donc, pour moi, la question de l'insécurité, c'est un peu le nœud du problème de toute relation. Tu vois, Ouais. Parce que dans les relations classiques, combien de personnes sont malheureuses parce que elles ont peur d'être trompées, ou elles le sont, ou elles auraient envie de tromper, elles ne s'autorisent pas. Et bon, il y a des différences à faire entre l'aspect affectif, amoureux, sexuel d'une relation. C'est toutes des couches, en fait. Amicales, même, dans une relation amoureuse. Je pense qu'il y a de l'amitié aussi. Enfin, je le souhaite aux gens. Parce que, et donc, voilà, tu peux avoir des personnes qui peuvent dire, moi, j'ai aucun problème à ce que mon ou ma partenaire ait des relations purement sexuelles avec des gens, mais ma limite, c'est ce que moi, je n'accepterais pas, c'est si mon ou ma partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà. Pourquoi c'est plus un défi, ça? Je sais pas, c'est des gens qui disent ça, tu vois. Je pense que là, on touche à la question du lien affectif, quoi. À la question du fait d'être... quand on est amoureux, bon, c'est aussi un truc construit, et je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais... là, j'entends des gens qui disent « Je veux être la personne la plus importante ». Et
pour l'autre et j'entends que l'autre peut désirer, mais ça doit être juste un désir physique et pas plus que ça. C'est quelque chose que j'ai énormément entendu aussi, quoi. C'est cette idée de c'est ok si il y a même une relation, où c'est une personne où c'est deux personnes en couple qui ouvrent un petit peu la relation, qui fréquentent autrui, mais pourvu que ça reste au niveau sans sentiment. Sans sentiment. Et oui, et il y en a d'autres qui disent moi je peux pas coucher avec quelqu'un si je suis pas aussi amoureux. Donc cela ça va, tu vois, mais donc il y a une multitude de manières d'être en polyamour. Ce qui m'amène à cette même situation de ces amis qui ont vécu ça et donc il y a eu cette personne qui a voulu ouvrir la relation. Ils ont finalement admis que c'était une chouette chose de l'ouvrir. La personne qui avait ouvert a commencé à fréquenter autrui. L'autre personne dans le couple a mis un peu plus de temps avant de franchir le cap de fréquenter autrui. Et en fait, cette personne s'est rendue compte que c'était impossible pour elle d'avoir des relations, de relationner, tant s'il n'y a pas cette variable émotionnelle. Okay. Donc ils ont admis que, ils pouvaient un peu quand même ouvrir. Sauf que la personne qui a ouvert, je ne sais pas si vous suivez, hein, sauf que la première personne qui a ouvert cette relation s'est sentie extrêmement agressée. Une fois qu'elle a découvert que son partenaire avait eu des relations qui étaient plus que simplement intimes. Mais donc de nouveau, on est sur la transgression d'une espèce de contrat. C'est ça. Enfin, quand on vit quelque chose, quand on est en relation, c'est toujours intéressant de se poser des termes du contrat. C'est ça un mariage. Il y a même la loi dit comment on se démarie. Bon, voilà. Donc là, tu as un couple qui avait bougé les modalités de relation, qui s'était dit on accepte de faire autrement. Et puis finalement, dans cette nouvelle mouture, un des deux est malheureux. Et donc la question c'est est-ce que une des règles c'est de dire si l'un ou l'autre est malheureux, on fait marche arrière, ou est-ce que t'as quand même un des deux qui dit non moi ça me plaît et l'autre qui dit moi non, et donc ça casse, tu vois. Mais donc c'est important, enfin moi ce que je vois aussi et que je trouve intéressant et à appliquer dans toute relation d'ailleurs, c'est le fait d'aller checker toujours comment l'autre vit les choses. Bon, voilà. Donc est-ce qu'on avait dit qu'on faisait ça? Comment tu le vis? Est-ce que ça va? À quel moment, Myriam, la volonté de se mettre en relation polyamoureuse ou en relation libre, c'est pas une manière d'éviter de se confronter à sa peur de l'engagement? Je me suis posé la question un petit peu en écrivant aussi. Est-ce que c'est pas une manière d'excuser un peu son manque de fiabilité, peut-être, ou je sais pas comment l'exprimer, tu vois un petit peu Mais on peut pas faire des généralités, je pense. L'engagement, alors ça serait deux personnes qui s'engagent pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Ça ressemble fort à ce qu'on entend par le mariage, tu vois, où deux personnes se choisissent et sont amenés à passer beaucoup de temps ensemble et de construire des projets, notamment une famille. Pour moi, c'est aussi en lien avec ce que plein de gens disent autour de la famille. Je ne veux pas me perdre dans une famille classique où il y aurait un père, une mère, deux enfants et un chien. Je veux construire autrement. De toute façon, ma sexualité ne peut pas m'amener à concevoir un enfant classiquement. Donc voilà, je trouve que c'est des choses comme ça. Et tu as vraiment des vraies familles queer, quoi. C'est pas... Même si elles procèdent autrement. Donc est-ce que le polyamour c'est une manière de déguiser son non-engagement ou son désengagement? Non, je crois pas que ça soit aussi simple que ça. Après, ce que moi je trouve qui est important, c'est que les choses puissent évoluer et bouger. Mais parfois tu évolues, tu chemines dans ta vie et l'autre il fait pas le même chemin et les chemins ils s'éloignent trop, quoi. Voilà, mais l'engagement pour moi c'est quoi?
C'est être dans un soin pour l'autre, mais pour la relation aussi. Et c'est encore quelque chose d'un peu... Enfin là, je suis un peu psy en disant ça, mais... Fais donc. Ok, c'est prendre soin du lien. Ce qui est encore autre chose que de prendre soin de l'autre. Et donc, tu peux t'engager de 1000 manières. Comme tu peux avoir l'air d'être engagé, en fait, ne pas l'être du tout. Hein. Donc, je ne réponds pas à ta question. Je suis désolée. Non, t'en fais pas. Si tu réponds vachement bien, parce que je me suis surpris justement en discutant avec l'équipe et même autrui sur le sujet de l'émission, et on se demandait, pour revenir à la question, hein, mais dans une relation hétéronormée avec le cliché de l'homme qui en fait déguise le fait d'avoir plusieurs partenaires par le fait d'être polyamoureux, et se dire est-ce que c'est pas une manière déguisée en fait de dire Oui. Bon, après, le cliché, c'est que les jeunes hommes s'engagent pas et les filles n'attendent que ça. Bon, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, dans la réalité des faits. Je pense que pour une femme hétéro, notamment, c'est peut-être plus compliqué de pouvoir assumer son désir d'être dans une relation polyamoureuse. Ouais. Parce que c'est plus étonnant, peut-être. Après, il y a peut-être des hommes, qui font semblant, qui se cachent derrière le polyamour, mais donc je reviens au fait qu'il faut discuter, mais qu'il faut se donner le temps d'évaluer aussi. De se dire, tiens, on avait décidé de fonctionner comme ci, comme ça, et qu'est-ce que ça donne, quoi. Et puis, bon, dans la vie, on expérimente des trucs, et puis on grandit aussi, hein. On a le droit aussi de faire des erreurs, je dirais, mais... Tu dirais que ce serait quoi l'avantage, je pense au polyamour, mais aux nouvelles dynamiques relationnelles de manière générale, mais peut-être que c'est trop imprécis, peut-être juste le polyamour, c'est quoi l'avantage à ça ? C'est, même si je trouve que c'est parfois un vœu pieux, c'est de vouloir mettre à plat des choses qui d'habitude sont tabous dans les couples. C'est-à-dire la possession, c'est-à-dire la fidélité, c'est-à-dire le secret. Voilà. Mais de nouveau, il y a une envie, il peut y avoir un attrait intellectuel pour le polyamour, et puis après, dans les faits, on peut quand même s'en mêler les pinceaux, quoi. Ouais. C'est vrai que ça force les gens peut-être à faire preuve de conscience à soi. D'ouverture face d'être curieux en fait, simplement, et un peu comme toi, je me suis surpris aussi j'ai eu une patiente qui voulait, à travers l'esprit et la tête, énormément ouvrir sa relation, et qui en fait sur le concret s'est heurtée à en fait c'est absolument pas possible pour moi. Ok, mais voilà. Et très dur en fait, et c'est ok aussi de faire un peu marche arrière, ou se dire tiens en fait c'est intéressant de découvrir ça par l'expérience. Tout à fait. Voilà. Et puis peut-être que dans 20 ans ça sera ok pour elle. On sait pas. Ouais. Si tu devais compléter cette phrase, Myriam, en matière d'amour, il est bon d'être avec quelqu'un qui... 3 petits points. Quelqu'un qui en matière d'amour au singulier. Plusieurs qui. Tu veux dire dans l'absolu, pour mes patients, pour moi c'est vaste. C'est tellement vaste, tu choisis le prisme qui te plaît le plus, avec lequel tu es le plus au confort. Qui essaye d'être curieux de ce qui peut, de l'autre en fait surtout. Voilà, mais c'est un peu bateau. Et en matière d'amour amoureux, tu veux dire, parce que tout de suite me vient l'amour filial, parental, familial, l'amour aussi amical en fait. Moi je travaille parfois les questions
de clash dans les amitiés qui peuvent être très fortes, et notamment chez des gens qui ont dû s'appuyer sur une famille choisie, qui n'ont plus la chance d'avoir une famille de sang. Donc les amitiés, c'est très important. Il peut y avoir des grands chagrins d'amitié aussi. Et c'est important de pouvoir les prendre en compte aussi dans un espace thérapeutique, sans se dire « ouais, allez, c'est bon, quoi ». C'est marrant parce que de ce que j'ai beaucoup lu et entendu et écouté du sujet, beaucoup de personnes qui sont dans une relation d'ailleurs polyamoureuse font l'association avec l'amitié. Combien on n'est pas exclusif en amitié, pourquoi on devrait l'être. Il y a des gens qui le sont. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais qu'on a une tendance à pouvoir être assez libre en amitié, pourquoi ça ne le serait pas forcément en amour aussi. Et c'était intéressant d'avoir cette lecture-là aussi. Oui. Mais on a été formaté pour, quand même au niveau social, religieux, pour rentrer dans un couple monogame reconnu par la loi, d'une part, et par les familles de l'autre, pour engendrer des enfants qui porteront le nom du père et qui organiseront aussi les avoirs familiaux. C'est ça, en fait. Hein. On n'est pas plus que ça. Et voilà, donc là, c'est des gens qui viennent un peu dire « mais ça m'intéresse pas, tout ça ». J'espère que vous avez plein de questions et vous avez eu le temps de les poser sur vos smartphones avant qu'on attaque les questions. Comme ça, vous avez encore une petite minute pour pouvoir les poser. J'ai envie de te demander, toi Myriam, et de reprendre ta casquette de psy. Tu l'avais sans doute durant toute l'émission, mais c'est quoi la leçon la plus précieuse que tu as apprise récemment dans le travail avec tes patients? Mais donc ça fait presque 20 ans que je travaille comme psychothérapeute, et ces dernières années, et d'ailleurs ça permettra peut-être de faire un lien avec un autre sujet de podcast, ces dernières années j'ai découvert que j'avais beaucoup de patients qui étaient en fait sur le spectre du trouble de l'autisme, et que j'avais pas du tout repéré, parce que c'est pas un autisme majeur avec des gens qui ont des difficultés à parler, c'est d'ailleurs souvent des gens qui sont assez malins, et que j'ai pas vu du tout, parce que j'ai pas du tout été éduquée à repérer des autistes qui fonctionnent. Et donc de nouveau, et là c'est vraiment des patients qui restaient dans des souffrances que moi je n'arrivais pas à formaliser en fait, et j'arrivais pas à les aider vraiment non plus à trouver une manière de fonctionner moins douloureuse, et qui, en faisant des démarches de bilan auprès de neuropsy, revenaient en me disant « Ah, en fait, je suis HP, mais aussi autiste », et après coup, je me suis dit « Ah merde, mais en fait, telle personne, ça devait être ça, telle personne, ça devait être ça ». Donc des gens que j'avais suivis mais que je voyais plus. Certains, je les ai recontactés en fait, en leur disant « Écoutez, c'est un peu bizarre comme démarche, mais je voudrais vous faire part d'une hypothèse que j'ai ». Et en fait, certains des gens que je voyais plus avaient déjà eux-mêmes fait la démarche et avaient un bilan fait par autrui, attestant qu'ils étaient sur le trouble d'autisme. Et donc c'est de nouveau de me dire que même si on pense qu'on a de la bouteille, qu'on sait, il faut rester toujours hyper, très prudent, quoi. Et là, c'est de nouveau un exemple où les patients, c'est eux qui m'apprennent. Et de toute façon, toute ma carrière, ça a été comme ça. Mais de nouveau, là, sur un sujet, c'est les patients qui viennent m'apprendre les choses. Et ça, je trouve ça super chouette. Symboliquement aussi, parce que d'habitude, on pense que c'est le soignant, le médecin, le psy qui sait. Mais c'est pas vrai. Voilà. Et donc, je sais qu'il y aura un numéro sur l'autodiagnostic. Tout à fait. C'est important, parce qu'il n'y a que les gens qui se connaissent, mais c'est important d'aussi aller confronter ça avec quelqu'un, un professionnel qui a des outils et qui peut affiner aussi le diagnostic. Qu'est-ce qui fait un bon psy, Myriam ? J'en sais rien, mais ce que moi j'essaye ce que j'apprécie chez d'autres psys, c'est le fait d'être... de se mettre en position basse en fait, et d'essayer de cultiver
l'accueil, d'essayer de comprendre où l'autre est sans venir projeter ses petites histoires et ses vieux dossiers. Et puis je trouve qu'un bon psy, c'est quelqu'un qui est dans une lecture sociale et politique, parce que nos patients, ils sont pas juste hors sol comme ça, ils vivent dans un monde. Et donc je pense que les meilleurs psys sont des gens qui sont aussi ancrés dans le social et le politique. Ce qui fait que t'as pas du tout peur de pouvoir montrer, on parlait tantôt de se montrer soi ou de divulguer un peu plus à son patient sur son histoire, mais c'est aussi, je vois sur ton site que tu dis clairement que tu travailles, t'es ouvert à tel type de public et ainsi de suite. C'est important pour toi de le dire. Mais c'est important de le dire. C'est important aussi dans les lieux où on travaille de laisser des indices qui montrent nos ouvertures à des réalités plus marginales. Et ça, c'est en fonction des affiches qu'on peut mettre dans la salle d'attente, des brochures qui peuvent être là. Mais ça suffit pas. Pour moi, souvent, moi, je discute aussi avec mes patients des enjeux politiques de ce qu'ils vivent. Par exemple, un patient racisé qui va vivre des difficultés dans sa recherche d'emploi, je vais essayer de nous extraire tous les deux de lui et de sa difficulté. Je vais lui expliquer aussi que, en tant que personne racisée, il se passe ça et ça et ça, et que finalement, il vit des choses assez banales. Mais ça permet aux gens d'arrêter de croire qu'ils sont coupables de l'homophobie qu'ils vivent, de la transphobie qu'ils vivent, du racisme, du sexisme. Et ça, je trouve que ça fait, je pense que ça fait du bien. Dernièrement, j'ai une patiente en sortant de mon cabinet, elle me fait « Mais en fait, vous soignez vraiment les gens de toutes les conséquences du capitalisme. » Je fais « Ah ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. » J'avoue. C'est pas trop dur de... Toutes ces questions-là, elles abordent un petit peu tout sauf l'individu, parfois en lui-même. Et tout l'environnement, ça fait sens parce que tu es psychothérapeute systémicienne. Comment tu fais de toi-même pour ne pas être trop frustré, un peu démuni Est-ce que tu l'es parfois dans ton métier, oui, dans je ton le travail suis. Parfois, je suis vraiment inquiète pour des gens. Et puis, ça me rend triste de voir ce qu'ils traversent. Mais comment je fais ? Je discute avec mes collègues pour un peu vider mon sac, pour leur dire que je suis fâchée sur l'Office des étrangers, sur la mutuelle, et puis c'est un métier qui m'a appris la patience, parce que au début j'étais pas trop patiente et j'avais envie que ça aille plus vite, mais on n'a pas le choix, il faut pas aller plus vite que les gens. Et en fait, de pouvoir suivre des gens depuis parfois 8 ans, 10 ans, ça me permet aussi de voir que même si c'était à petits coups de pas de fourmis, en fait, certains ont fait des bonds incroyables, quoi. Donc ça me fait du bien, en fait. Quand j'ai un patient qui me donne des nouvelles plusieurs années après, en me disant « Ah, en fait, vraiment, merci, ça, c'était super ». Ça, vraiment, ça me fait du bien. Je me dis, ok, ça vaut la peine de se casser la tête, pour pas dire autre chose. Mais c'est les espaces de travail collectif qu'on a entre psy qui permettent de tenir. C'est les réunions d'équipe, c'est les supervisions d'équipe aussi, où on peut parler de ses difficultés avec d'autres collègues pour essayer de se décoller un peu des trucs dans lesquels on est intriqué avec les gens, en fait. Tu dirais que ta patience, c'est ta plus grande qualité ? Ah non. Enfin, c'est pas... Non, je crois que... Non, c'est pas ça. Je veux pas être patiente. Non, je crois que ma qualité, c'est mon engagement. Ouais. Le fait d'être prête à sauter... Enfin, je sais pas, moi, ça m'arrive de sortir de mon cabinet pour rencontrer des gens avec mes patients. Je me souviens d'une patiente qui avait des problèmes de racisme et d'homophobie dans son école sociale. J'ai été avec elle rencontrer sa prof qui était responsable de son année pour un peu lui dire que ça n'allait pas, quoi. Ouais. Ça, c'est des trucs. Mais ça, je pense, c'est des restes du travail social, où on va avec les gens, quoi. On va au CPS avec les gens, on va à l'hôpital et d'abord,
on force les portes, parce que malheureusement, il faut les forcer. On est parfois là pour faire un petit peu de la traduction au hasard d'un médecin qui dit des choses très intéressantes, mais pas tout à fait compréhensibles. Et puis, les moments les plus riches et les plus forts, c'est sur le trajet, en fait. Quand on prend le bus ou le métro avec la personne et que, l'air de rien, on discute. Mais ça ressemble un peu à ce que je faisais pendant le travail de rue, en fait. Voilà, donc non, c'est plutôt, je dirais, le fait d'être engagé, oui. Même si c'est pas un terme qu'on associe... J'ai appris à l'université que les psys ne devaient pas être engagés, mais j'ai décidé que j'en avais rien à faire. Je pense qu'on va attaquer les questions du public. J'en ai encore plein. Ok. Mais ok, le public a été travailleur. Ok, il y en a quelques-unes. La première, c'est vous dites que les relations polyamoureuses font partie de votre patientèle depuis une dizaine d'années, mais comment expliquez-vous cela? Bon, le terme est arrivé dans mon cabinet depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il y a des gens qui parfois arrivent en me disant oui, il paraît que vous êtes pas, vous ne jugez pas les gens en polyamour, donc c'est pour ça que je suis là. Je fais oui, bah. Ça ou d'autres choses, mais donc c'est le terme. Mais maintenant la notion, enfin ce fait existe depuis j'espère depuis toujours, quand même. Ok. Donc parce que la sous-question c'était est-ce que c'était davantage exprimé maintenant ou alors en augmentation plus entre guillemets à la mode quoi. Mais moi je peux pas répondre à ça parce que comme je répète ma patientèle, enfin j'ai pas fait d'études sociologiques, plutôt qualitatives ou quantitatives, je n'en sais rien. Pas dire de bêtises. Il y a une deuxième question, c'est pourquoi on peut réellement vouloir une relation ouverte mais ne pas y arriver? Est-ce qu'on est trop formaté? Peut-être qu'on est trop formaté, ou peut-être que ça se passe pas, que c'est compliqué de le vivre avec la personne avec qui on est en relation à ce moment-là aussi. Hein, je veux dire, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait, sur quelque sujet que ce soit, que chaque personne accepte d'avoir une position réflexive sur qui je suis, qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pas, au-delà de ce que mon groupe d'appartenance pense qu'il est bon pour moi. Voilà, et ça, on peut l'appliquer à la question de l'hétéronormativité, à la question des couples mixtes, à la question... à plein de dimensions des couples. Ça fait un beau lien avec la troisième question, la dernière sans doute, du public, mais c'est... Comment savoir si on est dans une relation saine et si on reste pas par dépendance affective? Ah bah ça, vaste question. Deep question. Mais je pense que il faut faire confiance dans les signaux, enfin dans ce qu'on peut ressentir en termes d'inconfort, de difficultés, et je pense que plus on grandit en âge, plus on est capable de repérer, de se dire ah ça je connais, je vais pas y retourner. Et vous voyez, une relation saine, c'est pas un truc qui est linéaire aussi. Enfin, pour moi, une relation saine, c'est quand on est avec des individus qui sont capables de se remettre en cause, en fait. Et donc capables de bouger un peu de là où ils étaient, sans se perdre, en fait. C'est ça qui est important. Il faut bouger sans se perdre. Et donc pour ça, il faut être vraiment très, très attentif à soi, à son bien-être, à ses besoins, au fait de pas vouloir trop faire plaisir à l'autre pour ne pas le perdre justement. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de savoir si on reste avec quelqu'un par dépendance affective ou parce qu'on l'aime vraiment. Peut-être que la seule manière de vérifier, c'est de le quitter. Non, je dis des bêtises. Peut-être pas. Bah, voilà. Vaste question
qu'on peut traiter en thérapie sur de longs mois. Exactement. On arrive doucement à la fin de l'émission. Il me reste encore tellement de questions, Myriam. Et oui. Voilà. C'est quoi la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui, de manière générale, dans ta vie? Je vais pas vous parler de ma vie privée, mais en tout cas, au niveau professionnel, je suis vraiment hyper contente de voir combien certaines pratiques bougent, évoluent, et ça fait plaisir. Parce que, par exemple, la question des publics LGBT, le fait de moins en moins les mettre uniquement du côté du pathologique, le fait qu'il y ait de plus en plus de psy qui s'ouvrent et qui mais même qui utilisent... Enfin, moi, ce que je trouve très chouette, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on découvre auprès des minorités pour l'appliquer auprès d'un public qu'on dirait majoritaire. Et donc, depuis les années 90 où moi, j'ai commencé à m'intéresser à plein de sujets, j'ai vraiment vu les choses bouger. Pas que dans la loi, parce qu'il faut quand même considérer que moi, j'ai commencé l'université l'année où les homosexuels n'étaient plus considérés comme des malades mentaux, mais donc c'était encore le cas. Et d'ailleurs, moi, en première candie, on nous disait, oui, que des jeunes aient des questions, se posent un peu de troubles comme ça, c'est normal, mais à 18 ans, en gros, il faut quand même rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire l'hétérosexualité, je me disais, oh merde. Voilà, donc je viens quand même de loin. J'ai traversé aussi l'épidémie du VIH avec des catastrophes, des dizaines et des centaines de gens qui sont morts à Bruxelles dans des conditions terribles de non-accès aux soins aussi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, au début de l'épidémie du VIH, les soignants ne voulaient pas les toucher, quoi. Ou ne voulaient pas prendre Moi, j'avais une collègue infirmière, elle me disait, quand je rentrais dans l'ascenseur à Saint-Pierre, comme par hasard, tous les gens sortaient de l'ascenseur parce qu'ils savaient qu'elle travaillait avec des personnes séropositives. Donc voilà, c'est avoir vu tout ça qui a bougé fort, moi, qui me dit ça valait la peine de se casser la binette. Une émission comme aujourd'hui aussi. Par exemple, à peu près sérieux, on valide. Dis-moi, je te prends un petit peu à chaud ou à froid, je sais pas comment on dit. Est-ce que tu as une recommandation? Ça peut être une œuvre, un bouquin, un film sur le sujet que tu conseilles ou même qui t'a marqué récemment où tu dis tiens, ça c'est un must à voir, à lire. Quand Virginie Despentes sort quelque chose, que ce soit un livre ou une pièce de théâtre, je cours. Voilà, donc courez aussi. Super. Moi, je veux bien aussi partager mes petites recos de quand j'ai un petit peu investigué sur le sujet. Si la question du polyamour et même des relations non normées vous intéresse, c'est Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. J'espère que je n'écorche pas son blaze à cette autrice suédoise qui est vraiment bien écrit et c'est une forme de BD, donc c'est vraiment hyper intéressant sur toute la question des amours et des différentes formes d'amour. Puis après, il y a les joies et les difficultés du polyamour d'Agapé et les autres, un podcast d'1 heure sur la question. Je lui donne de la force. J'espère que j'ai adoré. Ça a rythmé mes moments de transport en commun où je prenais des notes savamment sur le sujet. Est-ce que tu as passé un bon moment, Myriam? Tout à fait. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. On peut applaudir Myriam, les amis. Merci à vous. Si vous en avez pas eu assez d'à peu près sérieux, je vous invite à aller
en regarder davantage, en écouter davantage sur les différentes plateformes d'écoute. Je regarde la caméra pour être sûr que ça soit disponible sur YouTube et que les gens, s'ils sont arrivés jusqu'au bout, ils puissent aller voir. Il y a évidemment la chaîne YouTube Aubin et Zaghira, mais la page Instagram Aubin et Zaghira également. Et puis voilà, c'était une super émission. On peut s'applaudir, les amis. Ici, on place notre cut. Mais donc, pour vous, cher public, ne filez pas. Restez encore pendant un petit temps. Allez prendre un petit café. Mettez-vous bien. Vous pouvez échanger peut-être encore avec Myriam si vous voulez lui poser des petites questions. J'espère qu'elle a un peu de temps pour pouvoir passer du temps avec nous. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que je regarde l'équipe pour savoir si j'ai tout dit? Tout est bon, tout est safe. Et puis... Ah yes, je suis un grand fou. Et on va incorporer ça, évidemment. Donc, à racoler ça en montage. Merci, il faut que je passe mes remerciements, évidemment, à Parthénamut qui était le collaborateur de cette émission. C'est le premier live de la saison. C'est bon, ça, on démarre. Et qui nous permet de pouvoir enregistrer des super thématiques, des super émissions. Merci au Lulu Café qui nous permet de pouvoir enregistrer aussi dans leur lieu. Venez boire un café ici et prendre davantage, c'est un endroit génial. Et je remercie évidemment toute l'équipe technique qui est avec moi derrière ce projet, que ce soit Liora, Colin, Daniel, Raph, tout le monde, Diego, l'ingé son, j'ai oublié de le placer évidemment, mais merci à tous. Et puis allons nous reposer les amis.